l'école, qui n'est pas d'ailleurs extravagant, mais pour pouvoir comprendre la nécessité d'un projet d'école, il faut faire un état des lieux de la situation. Et le problème, souvent, c'est que lorsque l'on parle des problèmes d'éducation, on saucissonne du problème. Alors on va vous dire un jour, on supprime les notes, pourquoi on supprime les notes, personne ne comprend évidemment. Après on parle du changement des rythmes scolaires, alors c'est pareil, on discute du changement des rythmes scolaires, on ne comprend pas non plus pourquoi. Et donc parce qu'on n'a pas compris la logique d'ensemble du système. Donc il faut bien comprendre globalement, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler, donc j'ai qu'un quart d'heure, donc je vais être rapide. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez venir à mon stand, donc nous pourrons en discuter. Donc il y a trois gros problèmes qui se posent aujourd'hui en France. D'une part, la destruction de notre système éducatif pour les enfants du public et du privé hors contrat, dans la mesure où les cours sont amenés à être progressivement supprimés pour être remplacés par des activités au cours desquelles les élèves sont censés construire leur savoir. Donc c'est-à-dire qu'on ne se trouve plus du tout dans une logique d'école, mais dans une logique de lieu de vie, de centre d'activité, dans la mesure où il y a une obligation de moyens, c'est-à-dire faire des activités, et il n'y a pas d'obligation de résultat. Donc, il est évident que dans ces conditions, nous ne pouvons pas prétendre que l'école est une école, et vous savez que c'est à partir de la rentrée 2018 que les professeurs ne doivent plus faire cours. Ils doivent faire des activités aux élèves, sous des appellations très diverses qui peuvent laisser à penser effectivement au caractère scientifique des projets, mais ça, effectivement, c'est un autre aspect du problème, c'est la désinformation. Donc ça, c'est l'école pour nos enfants. D'autre part, vous avez depuis, depuis 30 ans que cette politique a commencé, mais elle est montée en puissance depuis une quinzaine d'années, c'est la politique d'éducation prioritaire qui se fait en faveur des enfants issus d'immigration. Et la loi du 7 juillet 2013, la loi de refondation, instaure une refondation de l'école pour ces enfants qui est basée sur les cours, sur l'excellence des résultats, sur des résultats contrôlés, sur des exigences, etc. Donc c'est-à-dire sur une véritable école. Le but étant que ces enfants-là soient amenés à être l'élite de la nation française et que nos enfants, finalement, soient amenés à être les larbins. Donc je résume rapidement la situation, mais c'est exactement la réalité, si vous voulez, de la situation, et on est dans une situation très grave, extrêmement grave, et j'aimerais que vous preniez conscience de la gravité de la situation pour pouvoir effectivement participer aux mobilisations qui pourront éventuellement être amenées à se produire. Et un troisième point, justement, c'est là qu'on voit la volonté manifeste du gouvernement de casser tout ce qui pourrait marcher, c'est qu'il y a une volonté de mainmise sur les écoles hors contrat. Alors les plans d'attaque ont été de deux façons. D'une part, par l'obligation d'une demande d'autorisation pour pouvoir ouvrir une école hors contrat. Donc pour l'instant, le gouvernement a été conduit puisque le Conseil constitutionnel a rendu une décision qui, pour l'instant, ne permet pas effectivement d'avoir recours à cette autorisation. Mais il y a un autre plan d'attaque, c'est que le gouvernement souhaite que les écoles privées hors contrat, en fait, se calent sur les contenus et les méthodes de l'école publique. Donc, ce qui revient à dire que finalement, on veut leur faire perdre leur spécificité. Donc voilà, si vous voulez, les trois pôles problématiques de la situation de l'école en France. Joint à cela, le fait de la désinformation qui fait que les gens ne comprennent plus rien et ont même l'impression que, en fin de compte, les choses vont plutôt dans le bon sens. Alors, je vais vous expliquer notamment, et ça revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'on saucissonne des problèmes. J'en parle parce que, si vous voulez, je vois que c'est un petit peu le cheval de bataille de tous les candidats à la présidence de la République, c'est l'autonomie des établissements scolaires. Tous disent, oh bien, il faut que les établissements scolaires soient autonomes. Alors on dit, chouette papa, maman fume, c'est formidable, maintenant ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, enseigner comme ils veulent, etc. Mais pas du tout. En fait, cette autonomie des établissements scolaires, elle est déjà acquise, d'ailleurs, c'est pas une revendication qu'ils ont, elle est déjà acquise par la loi du 7 juillet 2013, et elle est là pour servir justement la politique de destruction de l'institution scolaire.
Je m'explique, c'est-à-dire que comme l'école va être basée sur la réalisation d'activités, ces activités vont forcément se faire en fonction de l'environnement socio-culturel local. Il est évident que quand des établissements sont sur Paris, ou s'ils sont en Lozère, ou s'ils sont à Strasbourg, les structures culturelles et de loisirs ne sont pas les mêmes, et donc chaque établissement devra calquer son projet d'activité en fonction de l'environnement socio-culturel local. Donc l'autonomie des établissements scolaires ne résout rien, il est là pour justement servir la politique de destruction de l'institution scolaire. Voilà. Donc je tenais à vous dire avant d'entamer réellement le cœur du projet. Alors, si vous voulez, au fond, le projet d'école proposé est basé sur, en fait, la liberté. Il faut absolument affranchir nos enfants de cette école publique qui, non seulement, effectivement, les a pervertis intellectuellement, mais est en train de vouloir les pervertir également dans la construction de leur personnalité. Donc, je pense que Marion Sigaud va vous en parler également à sa façon. Donc, la philosophie du système, c'est effectivement de laisser la liberté de créer des écoles, liberté de réaliser des programmes, effectivement, en fonction des publics. Alors, moi, j'ai, si vous voulez, pensé à 7 mesures pour pallier les 7 péchés capitaux de l'éducation nationale. Alors, la première mesure, je pense, à prendre, c'est sans quoi rien ne peut se faire, c'est d'abord de supprimer les syndicats. Les syndicats qui sont les agents de perversion de l'institution scolaire, comme ils sont les agents de perversion de toutes les institutions. On peut le voir aussi dans la police, dans la justice. Ils n'ont jamais été là, si vous voulez, pour faciliter les choses, mais au contraire pour semer la perturbation. Et contrairement à ce que l'on croit, les syndicats ont toujours accompagné les différentes réformes qui se sont succédées, mais ils ont toujours fait semblant, si vous voulez, de les contrer, mais souvent à contre-temps. Je pourrais vous donner 1000 exemples là-dessus, à contre-temps. Donc une fois que c'est trop tard, une fois que les lois sont votées, ils se mettent à manifester, mais en fin de compte, les lois passent et puis elles sont appliquées. Donc il faut absolument supprimer les syndicats et les remplacer par des associations qui associent à la fois les parents et les élèves. Donc, des associations qui existent au niveau local et qui peuvent se fédérer au niveau national pour qu'il y ait une certaine cohérence d'ensemble. Oui. Ensuite, donc, rassembler les responsables du monde éducatif volontaire, spécialistes d'une discipline et attachés à la pérennisation de la culture française, parce que, effectivement, il faut que les personnalités soient partie prenante. Et pour déterminer les grands axes de la politique éducative, donc du primaire à l'université incluse, avec la diversification des cursus scolaires pour répondre aux aptitudes des élèves et aussi aux besoins de la société, bien entendu. Définir les contenus à enseigner par cursus et par niveau, donc ça n'a rien d'original, si vous voulez. Pour cela, élaborer des programmes précis, recommander des manuels correspondants, déterminer les exigences du résultat, prévoir des contrôles réguliers, enfin d'étapes, effectivement, donc des contrôles anonymés. Donc tout ceci qui n'existe plus maintenant dans l'école refondée. Ensuite, donc donner la liberté d'enseigner à toute personne qui répond aux exigences, pour pouvoir mener une école et pour pouvoir mener une classe. Prévoir également un contrôle des établissements assuré par une instance indépendante à partir d'un cahier des charges établi par la fédération représentant les parents et les enseignants, donc nous avons vu tout à l'heure. Et puis alors là, un point très important, c'est de redéfinir, de redonner une formation cohérente aux enseignants. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, donc on va y revenir. En faisant appel donc à des volontaires, bien sûr, non bénévoles, pour assurer cette formation. Donc c'est sur le modèle, effectivement, de l'ILFM qui a été créé, donc l'Institut de formation des maîtres qui a été créé à Paris, et sur également l'école professorale de Paris qui a été créée à la rentrée 2016 pour la formation des professeurs de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. Alors, deuxième point, donc pour redonner une formation cohérente aux enseignants, c'est de supprimer les IUFM. Les fameux IUFM dont on n'entend plus parler, pour la bonne et simple raison qu'on les a rebaptisés.
on a prétendu qu'ils avaient été supprimés, ils n'ont jamais été supprimés, mais ils ont été remplacés par ce qu'on appelle les ESPE, c'est-à-dire les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Et c'est exactement les mêmes. Et non seulement ces UFM n'ont pas été supprimés, mais leur pouvoir de nuisance a augmenté. Dans quelle mesure? C'est tout simplement dans la mesure où ces UFM ont été fusionnés avec les universités, et maintenant ce sont les UFM qui prennent en charge l'intégralité de la formation des enseignants. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont chargés de la formation soi-disant universitaire et pédagogique, et actuellement, on peut dire, je l'explique dans mes livres notamment, si vous voulez, que le CAPES est en voie de disparition, l'agrégation également. D'ailleurs, elle ne se justifie plus, puisque c'est une école lieu de vie, on n'a plus besoin de capétiens ni d'agrégés. De plus, voilà, donc créer des UFM, créer des écoles supérieures dans les différentes disciplines d'enseignement en remplacement des universités, parce que donc là les universités s'écroulent, hein, là maintenant c'est terminé. Donc vous avez cette école professorale qui s'est créée, qui gagne à être connue et à se développer parce qu'elle est menée par d'éminents professeurs, d'éminents spécialistes et l'enseignement est de très grande qualité. Ensuite, sixième point, supprimer les dispositifs dérogatoires d'éducation prioritaire, parce que cette éducation prioritaire qui est destinée en faveur des élèves issus de l'immigration, non seulement, effectivement, elle se démarque fondamentalement, pédagogiquement de l'école pour nos enfants, mais en plus de ça, elle nous coûte fort cher, elle nous coûte des milliards et des milliards chaque année. Et septièmement, donc, supprimer justement les bourses remplacées par un financement public et personnalisé, attribué à l'établissement choisi par les parents afin que tous les enfants aient accès de façon égale à un enseignement de qualité. Voilà, donc si vous voulez, j'étais obligée d'être rapide, donc je crois que j'ai pas trop dépassé le temps imparti. Si vous voulez avoir davantage de détails, donc vous pouvez venir me voir à l'auditoire et donc nous pourrons en parler ensemble. Voilà, je vous remercie.